Alors bienvenue dans cette petite vidéo intermédiaire. Finalement, je me suis dit que la maquette du restaurant, c'était peut-être un exemple un petit peu trop poussé à faire juste après toute la partie théorique. Donc on va faire un petit exemple plus simple qui va permettre déjà de nous faire un petit peu la main avant d'attaquer la partie restaurant. Donc pour cette petite maquette, on va essayer d'intégrer un site qui ressemblerait à un réseau social. Donc c'est un site assez classique où on a une en-tête avec à gauche le logo et à droite le menu. Et ensuite, on a trois colonnes, une colonne pour la navigation, une colonne pour le contenu et une colonne pour les informations sur l'utilisateur et une suggestion d'amis. L'idée, c'est que ce site soit responsive, c'est-à-dire qu'il doit marcher sur les ordinateurs avec une résolution suffisante, mais il doit aussi fonctionner sur les mobiles. Dans le cas des mobiles, on va changer un petit peu la disposition, on aura le logo qui va se mettre en centre et en haut, le menu sera en dessous, on aura le menu de navigation qui va se séparer en deux parties, et on aura notre contenu principal ici qui arrivera sur une seule colonne. Et enfin, on aura tout en bas la partie suggestion d'amis. Donc l'idée, c'est de mettre en œuvre ce que l'on a vu avec le responsive et le mobile first dans le cadre de cette maquette-là. Donc cette maquette, je l'ai créée avec Figma, donc je vous mettrai le fichier source. Si vous voulez l'ouvrir et l'inspecter, vous pouvez utiliser Figma vous aussi. Sachant que l'idée ici, c'est pas forcément d'avoir une maquette qui sera exacte au pixel près, mais plutôt d'essayer d'avoir une structure qui sera similaire. Donc ceci étant dit, je vous propose de commencer. Donc j'ai ici créé un nouveau dossier qui pour l'instant ne contient absolument rien. Et je vais commencer par créer notre premier fichier qui va être le fichier HTML. Et je vais l'appeler index.html. Donc à l'intérieur, je vais y copier mon template HTML5. Donc si vous êtes sur Visual Studio Code, vous tapez juste HTML et vous allez avoir une abréviation ici HTML5. Donc vous appuyez sur Entrée et ça vous permet d'avoir tout de suite toute une partie du code. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être masquer cette sidebar pour avoir un peu plus de place. Et dans Affichage, dans Apparence, je vais cliquer sur Masquer la barre d'activité. Ça va masquer cette barre-là et ça va nous permettre d'avoir un peu plus de place. Donc ce template, par défaut, on n'a rien à toucher. Si ce n'est notre titre, je vais mettre ici Réseau social. Et c'est tout ce que j'ai à faire pour le moment. Peut-être je vais avoir besoin de charger un fichier CSS. Donc juste après la partie title, je fais une balise link. Ça sera vers la feuille de style CSS et on va la mettre au même niveau. Ici, on va l'appeler app.css, mais vous pouvez vraiment l'appeler comme vous voulez. Je vais juste réafficher temporairement la barre de navigation, donc la petite barre latérale, et on voit qu'il y a un raccourci CTRL-B. Et je vais aller créer un fichier que je vais appeler app.css. Et à l'intérieur de ce fichier, je vais pouvoir y mettre mon style. Et c'est surtout sur ce style-là que l'on va travailler. Et je rappuie sur CTRL-B pour masquer les choses. Maintenant, je vais ouvrir ce fichier au niveau de mon navigateur. Donc ici, je vais glisser mon fichier index.html à ce niveau-là. Maintenant, on va réfléchir un petit peu à l'intégration. Donc basiquement, on va commencer par ce header. Donc ce header, il prendra une certaine hauteur et il contient deux éléments. Il contient le logo à gauche et ensuite le menu à droite. Donc je me dis, on va créer un élément qui représentera toute cette en-tête, un élément pour le logo, un élément qui représentera tout le menu, à l'intérieur duquel on aura nos différents liens. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un CTRL-C ici pour copier les différents éléments du menu. Maintenant, au niveau de mon index.html, je vais créer un header. Je vais lui donner une classe particulière qui sera header ou même top bar, vu que c'est vraiment la barre de navigation qui sera tout en haut. À l'intérieur, je vais avoir mon logo. Donc le logo, ça sera directement un lien. Donc le lien sera directement vers la racine de mon site. Donc si vous avez votre site en ligne ou avec des vrais liens, ça sera un slash. Mais pour l'instant, on va simplement mettre ça. On parlera des liens une fois qu'on aura mis en ligne notre site web. À l'intérieur, on va vouloir avoir notre logo. Donc si c'est une image, vous mettez l'image. Si c'est simplement du texte, vous mettez le texte de votre logo. Donc idéalement, on préférera quand même une image parce que ça n'a pas vraiment de sens ici d'avoir ce texte qui s'appelle juste logo. Donc là, on l'appellera social plutôt. Voilà, ce sera le titre de notre réseau social. Ensuite, on va avoir notre menu. Donc je vais créer un nav et je vais l'appeler classe topbar-nav pour dire que c'est la navigation qui se situe dans la top bar. Et à l'intérieur, je vais y mettre mes différents liens. Donc là, je fais un CTRL-V, quoique, je ne sais pas s'il copie bien le texte. Ah non, c'est séparé en plusieurs morceaux. Donc on va copier les différents liens. On va mettre accueil en premier. Je fais un CTRL-C, CTRL-V, ce qui me permet de dupliquer la ligne. Et je fais ensuite historique. CTRL-C, CTRL-V.
Ici, je vais mettre événement. Et enfin, on aura contact. Comme on le voit ici, historique est mis en avant. Donc on va s'imaginer avoir une classe sur un de ces liens qui permettra de dire c'est cet élément qui est actif actuellement. Donc je vais mettre la classe active sur cet élément historique. Comme ça permettra de savoir qu'il doit être mis en avant. Donc pour l'instant, au niveau de la structure, ça me va plutôt bien, si ce n'est ici que je vais rajouter une classe topbar-logo. Voilà, pour bien spécifier que ici, ça sera ce logo-là et ça nous permettra de le cibler en CSS. Maintenant, il nous suffit simplement d'essayer d'inspecter la maquette et d'appliquer des styles un petit peu à tout ça. Donc dans mon app.css, on va faire du mobile first, c'est-à-dire qu'on va commencer d'abord par le mobile. Donc déjà, au niveau de mon body, je vais préciser une couleur de fond. Si je regarde ma maquette, on a une sorte de couleur de fond grise ici. Cette couleur de fond, on peut l'inspecter en prenant, alors non pas ici, mais directement ça. Vous avez ici la couleur de fond. Donc c'est du F1, F1, F1. Donc on va mettre un background, F1, F1, F1. Ensuite, on va essayer d'inspecter aussi les polices qui sont utilisées. Donc par défaut, ici, on voit que c'est du Roboto en Regular et en 14. Sur le mobile, ça sera la même taille de police. Donc on va mettre ici un font family. On va lui dire d'abord tu mets Roboto, mais si l'utilisateur ne possède pas cette police-là, on utilisera une police sans serif. Ensuite, on précise le font size. Donc le font size, il est de 14 pixels. J'en profite aussi pour spécifier la couleur de base. Donc la couleur de base, on voit que c'est du noir avec une opacité de 60%. Donc là, on va utiliser une couleur RGBA. On précise 0, 0, 0, donc ça permet de faire du noir, et 0.6 pour avoir une opacité à 60%. Donc là, on a défini les styles de base. Peut-être on peut rajouter un margin à 0, histoire de ne pas avoir de marge sur le body par défaut. Maintenant, il faut charger cette police Roboto. Donc pour la charger, on l'avait vu, il suffit d'utiliser Google Font. Donc on cherche Roboto Google Font sur notre moteur de recherche. On clique ensuite sur sélectionner cette police-là et on va charger notre fichier directement. Et on peut préciser si on veut rajouter des graissages de police. Moi, je sais que je vais avoir besoin du bold, donc je vais cocher ici bold. Maintenant, dans la partie embed, je copie le lien de ce CSS et je vais aller le charger avant mon CSS. Donc juste au-dessus, je charge la police Roboto. Comme ça, je pourrai l'utiliser au niveau de ma maquette. Maintenant, je vais réactualiser ma page et je vois bien que j'ai social, accueil, historique, tout ça. Donc on commence à avoir quelque chose qui prend forme et on va styliser le header. Donc le header, si on regarde notre maquette, c'est une simple barre qui est avec une couleur un petit peu foncée. Donc je vais double-cliquer pour rentrer dans le calque et c'est cette couleur-là. Donc tout de suite, je vais aller rajouter un sélecteur pour sélectionner mon en-tête, donc mon top bar, et je vais lui préciser qu'il aura un background qui sera de cette couleur-là. Pour l'instant, je ne lui précise pas de hauteur parce que la hauteur peut varier suivant que l'on soit sur mobile ou que l'on soit sur grand écran. Donc sur mobile, on veut qu'automatiquement la hauteur soit celle qui correspond au contenu. Donc on ne précise pas de hauteur, comme ça, hop, si je reviens sur ma page, ça prend bien la hauteur de mon contenu. Maintenant, on va partir sur la partie logo. Donc le logo, c'est du texte qui a une taille de police qui est un peu plus grande que le reste. Et on voit aussi qu'il y a un interlignage qui est un petit peu plus conséquent. Donc on va ici prendre notre top bar-logo et on va mettre un font size de 24 pixels. D'ailleurs, tout ce qui est dans le header est blanc. Donc je peux préciser ici que la couleur est blanche. Je peux être dérangé aussi par le fait que par défaut, tous les liens sont en bleu. Ce bleu-là, c'est sympa d'un point de vue utilisateur pour comprendre que c'est un lien, mais c'est pas forcément tip-top d'un point de vue présentation. Donc ce que l'on peut faire, et parfois on le fait, c'est qu'on précise que pour tous les liens de notre site, on va avoir une couleur qui va être à inherit. Ça veut dire que la couleur est héritée de l'élément parent. Donc si la top bar définit une couleur blanche, tous les liens qui sont à l'intérieur de la top bar seront en blanc. Si maintenant je réactualise ma page, je vois bien que ça donne ça. Donc notre header a l'air pas mal, si ce n'est que la hauteur n'est pas bonne. Donc si je regarde sur tous mes éléments de manière basique, on a une hauteur qui correspond à 130%. Donc la hauteur de ligne, on va la préciser de manière globale au niveau de notre body. Et on va lui dire qu'on va avoir une hauteur de ligne de 103%, donc de 1.3.
Ça permettra d'avoir une hauteur de ligne un petit peu plus grande, mais dans le cas du logo, on était sur une hauteur qui est quand même beaucoup plus importante. On la voit ici, c'était 54 pixels. Donc là, on va la préciser manuellement et on va dire que pour le logo, on veut une line 8 de 54 pixels. Ça nous permettra ici d'avoir quelque chose qui va être beaucoup plus espacé. Une autre solution serait de retirer ce line 8, d'inspecter notre élément. Donc notre élément va avoir une hauteur qui correspondra à 24 pixels multiplié par 1,3 parce qu'on a 130% de hauteur de ligne. Donc si je regarde au niveau de mon inspecteur, mon lien au final va mesurer 29 pixels. Ce qui n'est pas forcément très logique parce que 24 multiplié par 1,3 ça fait 31. Donc ça c'est tout simplement dû au fait que notre élément est en display inline. Donc si on veut vraiment qu'il se comporte comme plutôt un bloc, on va mettre inline block. Et dans ce cas-là, sa hauteur va changer et fera 31,2, ce qui fait bien en fait le chiffre. Donc faites attention, les displays inline ne prennent pas forcément une taille en hauteur différente suivant la hauteur de ligne. Donc ça peut vous induire en erreur. Dans notre cas, notre logo de toute façon doit prendre la totalité de la largeur. Donc on va carrément le mettre en display block et on va le centrer. Donc je vais lui dire, je le mets en display de point bloc. Je vais ensuite faire un texte à ligne à center pour que le texte soit centré. Et si je ne précise pas de hauteur de ligne, par défaut la hauteur de ligne sera à peu près de 31. Et si je veux obtenir une hauteur de 54, ça veut dire que je dois rajouter 23 pixels en haut et en bas. Donc si je divise par 2, ça veut dire mettre un padding en haut de 10 ou 12 pixels. Donc on va mettre 11. Et un padding sur les côtés de 0. Et dans ce cas-là, on obtiendra à peu près la même chose. On va avoir le même espacement que si on avait une hauteur de ligne de 54. Pour le coup, je préfère en fait utiliser les paddings dans le cas où notre logo serait sur plusieurs lignes. Bon là, ce n'est pas le cas, mais si ici je mets une seconde ligne, vous voyez que ça permet d'avoir une bonne hauteur. Si j'utilisais la technique qui consiste à changer la hauteur de ligne et que je mettais du 54 pixels, je retire ce padding là. Si jamais on a plusieurs lignes, ça fait un petit peu n'importe quoi. Donc je préfère toujours plutôt utiliser les paddings plutôt que de me baser sur la hauteur de ligne pour placer un élément convenablement. Voilà, c'est juste une convention personnelle. Ensuite, je vais aussi préciser que tous les liens dans la top bar n'ont pas besoin d'être soulignés. Donc je vais faire un point top bar et je sélectionne tous les liens et je vais préciser que j'aurai un text decoration à none. C'est parce que c'est pas très joli ce petit soulignage. Et j'ai perdu mon petit logo, oui, parce que j'ai dû le supprimer. Voilà, on va juste enlever ça. Je ne voulais pas supprimer tout le logo. Donc maintenant notre logo est bon, on peut passer à la partie menu. Donc notre partie menu, on n'a pas forcément de super indication, on va la vouloir un petit peu espacée. Donc les éléments les uns par rapport aux autres, ils ont à peu près, alors c'est pas forcément super facile, donc ce que vous pouvez faire c'est tracer un petit carré, 24 pixels à peu près d'écart entre. Et on verra que dans le cas du bureau, c'est un petit peu plus grand. Donc pour l'instant, on se base vraiment que sur le mobile. Donc on va mettre tous nos éléments dans la top bar-nav. On va sélectionner tous nos liens. On va les mettre en display inline block pour qu'ils se comportent un petit peu comme des blocs. Et on va leur mettre une marge à droite, margin right, de 24. Le problème, c'est que si on fait ça, ça va faire une marge que à droite, mais ça va un petit peu décaler les éléments. Parce que si je mets un texte à ligne center, alors il ne faudra pas le mettre sur les liens, mais directement sur le menu, pour qu'il me centre vraiment tous mes éléments à l'intérieur. Hop, comme ceci. Je vais voir quelque chose, c'est que ce n'est pas véritablement centré. Il faudrait que ça soit un petit peu plus décalé. Parce que par défaut, en fait, tous les éléments n'ont qu'une marge à droite. Donc pour égaliser les choses, je vais préciser simplement qu'on n'aura aucune marge en haut, mais une marge de 12 pixels à droite et une marge de 12 pixels à gauche, ce qui permettra d'avoir quelque chose de mieux centré. Tout comme pour le menu en haut, on avait un petit peu d'espacement. Si on le regarde, on a une sorte de petit padding, donc on peut l'inspecter aussi un peu à la volée. On a un padding de 15-16 pixels. Donc on va préciser en haut et en bas que l'on aura un padding de 16 pixels. Donc ça sera directement ici. On va mettre un padding bottom de 16 pixels. Je ne mets pas de padding en haut parce que sinon ça va rentrer en collision avec le header et ça créerait trop d'espacement. Et là, on a quelque chose de plutôt correct. Si ce n'est qu'il faut changer la couleur, elle n'est pas forcément blanc pour les différents éléments du menu. Si je reviens sur ma maquette, on a ici une couleur qui est du blanc mais avec une opacité de 67%.
Donc ici, on reproduit cette valeur-là et on va préciser que tous nos liens ont une couleur qui est en RGBA du coup, 255, 255, 255, ce qui permet de faire du blanc, et 0,67 pour avoir quelque chose d'un petit peu opaque. Maintenant, hop, on a les choses comme ça. Et on va préciser que lorsque l'on passe dessus, donc top bar-nav A, 2 points over, on veut que la couleur devienne blanche complètement. De la même manière, on veut que ça soit aussi appliqué, je vais peut-être aller à la ligne pour que ça soit plus clair, sur tous les éléments qui ont la classe active. Ils sont actifs en fait par défaut. Et là, comme ça, j'ai mon système qui fonctionne convenablement. Ce qui me reste à faire, c'est peut-être mettre une transition pour que quand on passe dessus, on ait un effet d'animation. Donc vous pouvez mettre une transition sur la couleur qui durera 300 millisecondes. Et ça donne un effet plutôt sympa, voilà, de petite animation. C'est très léger, mais c'est toujours agréable. Donc là, notre site fonctionne sur les mobiles, mais on a besoin qu'il fonctionne sur des ordinateurs de plus grande taille. Si vous voulez tester les choses facilement, vous avez un petit bouton ici qui vous permet de mettre une résolution de téléphone portable. Et vous pouvez choisir des appareils connus. Par exemple, vous pouvez dire j'aimerais bien savoir ce que ça donne sur un téléphone qui aurait la taille d'un iPhone 6. Et hop, ça donne ça. D'ailleurs, sur le premier périphérique qu'on a vu, donc on va prendre l'iPhone SE, je crois que c'est le plus petit, on voit que le menu ne rentre pas complètement. Donc ce que vous pouvez faire, c'est affiner un petit peu les choses, réduire peut-être la marge entre les différents éléments, ou ce que l'on peut faire, c'est se dire il faudrait une hauteur de ligne plus conséquente ici. Et on mettrait une line 8 de 1.6 par exemple. Hop, et vous faites des petits essais jusqu'à que vous tombez sur une valeur qui vous convienne. Je pense qu'il faut être un peu plus violent, mais voilà, là c'est pas mal, ça permet d'avoir un menu convenablement placé. Du coup maintenant on peut passer aux écrans. Alors, il faut savoir déjà à partir de quelle résolution tout va rentrer. Donc ce que l'on peut faire, c'est prendre notre maquette dans le cas d'un grand écran, on trouve la taille de ce menu-là, et on va prendre aussi la taille du logo. Et on voit que c'est à partir d'une résolution de 1050, il faudra 1050 pour tout rentrer. Ou ce que l'on peut faire, c'est se dire, on va essayer de faire les choses, et on va voir à partir de quel moment ça rentre. Donc pour l'instant, on va mettre une media query qui va être très petite. Donc au niveau de mon CSS, après toutes les règles que j'ai faites, je vais mettre @media, only screen, donc seulement pour les écrans, et les écrans qui ont une largeur minimale, donc min width, de pour l'instant 100 pixels. Donc c'est très très petit, 100 pixels, et ça permettra d'appliquer ça tout le temps. Donc tout de suite, on va vouloir avoir le logo qui sera à gauche et le menu qui sera à droite. Donc on a plusieurs solutions pour ça. La première, c'est de mettre le logo en float left et le menu en float right, ou on peut utiliser les flexbox. Moi, je vais avoir tendance à préférer les flexbox parce qu'elle va permettre de mieux aligner ou d'aligner plus simplement les choses. Donc on a notre élément ici top bar qui va contenir les deux autres éléments. Donc c'est la top bar que l'on va mettre en display flex. Top bar, display, flex. Rien qu'en faisant ça, pouf, on a déjà un changement. Maintenant, on veut le logo à gauche et on veut le menu à droite. Donc je vais préciser ici que l'on va avoir un justify content space between. Donc on veut de l'espace entre nos éléments. Si je réactualise, il s'espace convenablement. Ensuite, on veut qu'ils soient centrés les uns par rapport aux autres, verticalement. Donc on va mettre un align items à center. Même en faisant ça, on n'aura pas forcément un alignement parfait parce que notre menu a un padding et notre logo, je crois, aussi a un petit padding. Donc ça, on va le retirer. Donc on va lui dire que le top bar-logo, mais aussi le top bar-nav, on ne veut plus qu'ils aient de padding. On va mettre un padding à 0. Comme ça, ça permettra d'avoir quelque chose d'un petit peu plus espacé. Ensuite, au niveau de notre en-tête, on va lui préciser une hauteur figée. Parce que là, on a une hauteur qui est définie dans la maquette, c'est 64 pixels. Et tous les éléments se centrent verticalement à l'intérieur. Donc je vais préciser que pour ma top bar, je veux une hauteur de 64 pixels. Maintenant, hop, ça va permettre de centrer les éléments. Ce que l'on peut faire peut-être, c'est au niveau de notre top bar, mettre un petit peu de padding, histoire d'espacer le logo par rapport à la gauche, mais aussi le menu. Donc on peut choisir ici une valeur arbitraire ou essayer de regarder sur la maquette s'il y avait quelque chose. Dans le cas de la maquette, ça avait été plutôt centré sur ce conteneur qui faisait 1050. Donc nous, on va ici prendre plutôt une valeur arbitraire. Et on se dit, sur les côtés, 20 ou 25 pixels, ça rend bien en général. Voilà.
Et je fais n'importe quoi, c'est sur le padding, désolé. Donc un padding, on va mettre 0 en haut et 25 pixels sur les côtés. Maintenant, on a bien notre menu qui ressemble à ça et c'est plus agréable. Peut-être une chose, c'est espacer un petit peu plus les éléments au niveau du menu à droite. Donc, si je regarde sur ma maquette, on avait un espacement entre deux éléments qui était de 46 pixels. Donc cet espacement, on le gérait grâce aux marges que l'on mettait sur les différents éléments du menu. Donc il faut changer ces marges dans le cas d'un écran un petit peu plus grand. Donc on va lui dire pour le top bar nav, je prends les liens et je change leur margin. Donc on va avoir 0 en haut et en bas, mais 23 pixels ou 20 pixels sur les côtés. Et là, comme ça, on aura un petit peu plus d'espacement. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est vérifier à quel moment tout ça, ça casse, à quel moment ça ne rentre plus. Donc je vais afficher mon inspecteur sur le côté et redimensionner. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Et c'est à partir de là que ça va bloquer. Ou un petit peu plus. Donc dans ce cas-là, je vais sortir les règles. Voilà. Et je vois que c'est quand il y a une largeur de 520. Donc je vais mettre que ces règles-là s'appliquent lorsque la largeur dépasse 520. Si maintenant je reviens, je vois que là, j'ai mon menu convenablement affiché et lorsque l'on passe sur une résolution un petit peu plus petite, il se casse et s'adapte. Et comme ça, on a quelque chose qui va fonctionner sur toutes les résolutions. Alors peut-être une dernière chose, c'est sur notre maquette, il me semble que le logo, non, je croyais qu'il était en gras, mais non, il est en normal, d'accord. Donc on n'a rien à toucher à ce niveau-là. On a fini avec cette petite en-tête. Donc maintenant, on va pouvoir partir sur le contenu. Et il faut bien réfléchir en amont pour ne pas faire n'importe quoi. Donc notre contenu, on voit qu'il est centré au niveau de l'écran. Et si on prend la somme des différentes colonnes, ça fait... Alors normalement, il ne nous le dit pas forcément. C'est pas très pratique ça, mais en vrai, ça fait 1050 pixels. Donc les trois feront 1050 pixels. Et dans le cas du mobile, on veut en fait simplement que notre contenu prenne la totalité de la largeur, mais on aura un petit peu d'espace sur le côté. Donc ça, c'est quelque chose que l'on va retrouver sur beaucoup de sites. Si vous consultez des sites à droite et à gauche, vous allez remarquer qu'il y a toujours un contenu qui est centré. Donc ça, c'est quelque chose que l'on retrouvera tout le temps. Et en général, on va utiliser ce que l'on appelle un container. C'est-à-dire que c'est un élément qui va permettre de contenir en fait toute notre application, tout notre site. Donc tout de suite, juste après avoir mis notre header, je vais mettre mon container. Donc ça sera simplement une div qui aura la classe container. Et à l'intérieur, on pourra avoir mon texte. Là, je mets simplement mon texte, mais c'est pour l'exemple. Ou ce que vous pouvez faire pour mettre du texte bidon, c'est faire lorem puis tab. Ce container, hop, on peut le styliser de la manière suivante. On peut préciser qu'il va avoir un padding sur les côtés, histoire d'espacer notre contenu sur le mobile. Et ici, on a un padding de 18, mais en vrai, moi je mets souvent 20. Hein, donc on va mettre un padding de 0 en haut et 20 sur les côtés. Donc ça va permettre de faire fonctionner le site sur mobile. Donc si j'inspecte et que je réactualise, on va voir que sur mobile, on a bien cet espacement. Allez, quoique 20, ça peut être un peu gros, on va mettre 15. Donc on a bien cet espacement, mais par contre sur les grands écrans, on veut que le contenu soit centré. Parce que si on a trop de contenu ou trop de largeur, ça donne un résultat qui est un petit peu bizarre et en général, les lignes sont moins lisibles. Donc dans ce cas-là, on va préciser une largeur maximale, max width. Et on va mettre ici 1050 pixels. Comme ça, il aura une largeur maximale à 1050. Et on voit que ça bloque un petit peu ici. Pour que ça soit centré, il faut mettre une marge en haut et en bas de 0, mais surtout une marge sur les côtés à automatique. Comme ça, notre contenu est centré. Donc l'avantage avec ces trois règles-là, c'est qu'on peut créer un container qui centre le contenu sur les grands écrans et sur les petits écrans qui rajoutent simplement un petit peu de padding. Attention par contre, si vous êtes avec un box sizing border box. Je vous avais dit en général, c'est quelque chose que l'on met tout le temps. Donc tout de suite, tout en haut, je vais lui dire ici, je vais avoir un box sizing à border box pour que le padding soit pris en compte dans le calcul de la largeur. Et je vais préciser que c'est pour tous les éléments, mais aussi pour tous les éléments qui sont des pseudo-éléments before et tous les éléments qui sont des pseudo-éléments after. Voilà, comme ça, tout est couvert. Le problème, c'est que si je fais ça, on va avoir un changement de la largeur parce que c'est tout notre container qui a une largeur de 1050. Donc au final, le contenu au centre, si vous allez dans la partie mise en page, il va avoir une largeur de 1020, ce qui ne correspond plus vraiment à ce que l'on veut. Donc dans ce cas-là, il faudra penser à faire une petite soustraction. Donc si on a 1050 plus 30 pixels
de padding, ça veut dire qu'au total, on veut une largeur de 1080, pour que si on retire le padding, on ait 1050 au centre. Si je réactualise, on a bien ici 1050, ce qui correspond pile poil à la maquette. Voilà, donc faites attention à ça. Mais retenez bien ce principe de container. Parce que maintenant que le container est défini, on n'a plus à s'embêter. À l'intérieur, on peut se focaliser sur ce qui nous intéresse, à savoir placer nos différents éléments. Alors, nos différents éléments sont présentés en 3 colonnes. Donc ces 3 colonnes prennent 100% de la largeur sur mobile, mais ont une largeur spécifique sur des écrans de plus grande taille. Donc ça veut dire qu'on va avoir 3 sous-éléments à notre container. Donc un premier qu'on va appeler sidebar, un second qu'on va appeler body ou main, peu importe, et un troisième qu'on va appeler info, ou je ne sais pas trop comment pour le moment. Donc on va créer ces 3 éléments. Hop, on va supprimer notre lorem ipsum, et on va créer une première div qu'on va appeler sidebar. Cette sidebar, on va la mettre en nav parce que c'est vraiment une navigation pour le coup, mais ça n'a pas d'importance. Ensuite, on va avoir notre contenu principal. Donc ce contenu, on va simplement lui donner la classe main. Je trouve ça logique par rapport à ce que ça représente. Et ensuite, on va avoir notre aside. Et on va lui donner la classe aside pour le coup. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment à côté. C'est du contextuel. Ça ne sert pas vraiment à la navigation. Ça pourrait être dégagé. Ça ne sert à rien. Au niveau de notre sidebar, on va avoir ces différents éléments. Donc je vais aller tout de suite créer mes différents blocs. Donc on va avoir un lien qui s'appellera fil d'actualité. Ensuite, on va avoir message avec un S. On va avoir événement, groupe et amis. Donc événement, groupe et amis. Alors ces différents éléments dans notre menu vont avoir une icône à gauche. Et on peut se demander comment on va faire cette icône. Alors on a 2 solutions qui s'offrent à nous. La première, c'est de rajouter un élément au niveau de l'HTML. Par exemple, on peut rajouter ici une span vide. Donc ça serait quelque chose qui ressemblerait à ça. Et on lui donnerait la classe icône-homme. Une autre solution qui permet d'avoir un petit peu moins d'HTML, c'est de mettre tout simplement une classe sur cet élément. Donc, par exemple, on pourrait lui mettre la classe sidebar-homme. Et on aurait comme ça différentes classes pour chacun de ces éléments. Donc il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise façon. C'est-à-dire que les deux raisons et les deux façons de faire sont acceptables. Ça va dépendre de votre cas d'utilisation. L'intérêt ici de mettre des classes comme ça, c'est que vous ne polluez pas trop votre HTML. Là c'est événement, on va mettre events. Vous ne polluez pas trop votre HTML, vous ne rajoutez pas des spans pour rien. L'inconvénient en revanche, c'est que c'est pas trop réutilisable. Si vous avez envie de réutiliser l'icône ailleurs, mieux vaut avoir une span. Comme ça, vous pouvez réutiliser cette span qui aurait la classe par exemple icône message pour pouvoir mettre la même icône plus tard. Donc ça va toujours dépendre un petit peu de la situation. Moi, je sais ici que cette icône n'est pas présente ailleurs. Donc pour le coup, je préfère ici faire cette manière-là. Mais après, n'hésitez pas, et si vous suivez cette vidéo et que vous n'êtes pas d'accord avec moi, à faire aussi votre propre chose. Si vous pensez que c'est mieux de mettre une span avec une classe, allez-y, ne vous sentez pas obligé de suivre à la lettre tout ce que je fais. Ensuite, au niveau du milieu, on va avoir des cartes en fait qui vont représenter des actualités. Donc ces cartes vont avoir une en-tête, un contenu, donc avec l'image et notre contenu ici, et ensuite une petite barre de navigation. Donc pour l'instant, on ne s'y intéresse pas trop, on va vraiment s'intéresser plutôt au menu de gauche. Et je vais simplement ici mettre une div qui aura la classe card et à l'intérieur mettre mon pseudo. Et on s'intéressera à la partie de droite juste après. Donc sur cette partie navigation, on a aussi un état actif. Donc on va préciser que ce premier élément, l'élément fil d'actualité, va avoir la classe active. Voilà. Rien qu'en faisant ça, on peut déjà commencer à travailler. Donc au niveau des différentes tailles de police, on est ici sur du 12 pixels, c'est marrant. Donc on a une taille de police qui est légèrement plus petite et nos icônes vont avoir la même couleur en fait que la police. C'est-à-dire que par défaut elles vont avoir une opacité à 100%, mais par contre quand on n'est pas en actif, ça aura une opacité à 67%, comme pour la couleur de la police. Donc ces différentes images ici, ce sont des vecteurs. On voit que si on clique dessus, on a les différentes formes. Donc on va les exporter les unes après les autres. Donc on va prendre cette petite maison et on va cliquer sur exporter. On va choisir comme format SVG parce que c'est du vectoriel. Et on fait exporter. Je vais ensuite exporter cette petite enveloppe. Donc on va mettre SVG exporter.
Ensuite, on part sur événements. Hop, on exporte aussi. Hop là, pas en PNG, mais en SVG. Et cette icône-là, l'icône de groupe. Donc on exporte aussi en SVG. Je me retrouve donc avec mes différents SVG que je vais placer dans un dossier pour mieux les organiser. Et on va appeler ce dossier IMG. Donc je suis ici sur Windows et j'ai installé une extension qui me permet de voir les SVG directement. Et on peut déjà voir qu'il y a un petit problème. Donc il y a un problème parce que par défaut, ils prennent la couleur qui est dans la maquette. Donc je vais ressortir ici mon navigateur. Et si je regarde le calendar.svg, on voit qu'à l'intérieur, en fait, ce format d'image, c'est un petit peu comme de l'HTML. Ça ressemble à de l'HTML. C'est ce que l'on appelle du XML. Mais vous pouvez tout de suite comprendre de quoi il en retourne. Et on va supprimer cette propriété Fill Opacity. Et on va faire ça pour calendar. On va faire ça pour la partie groupe et on va faire ça pour message. On fait ça parce que la partie opacité, on va vouloir la gérer directement au niveau de notre CSS. On ne va pas vouloir la gérer dans les icônes. Donc comme ça, toutes ces icônes-là vont être bien noires et on n'aura pas de problème. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est carrément modifier la couleur au niveau de la maquette avant d'exporter. Voilà, moi je préfère faire ça directement au niveau des attributs, c'est un petit peu plus simple. Maintenant, au niveau de mon index.html, je vais pouvoir travailler. Donc notre sidebar, on ne va pas forcément la styliser. Dans le cas du mobile, ça se comporte de manière assez classique. Donc, si je réinspecte, ça va donner ça. On va vouloir peut-être changer la taille de la police, comme on l'a dit. Donc on va dire que pour la sidebar, on va avoir un font size de 12 pixels. Ensuite, on va styliser les éléments, donc les liens qui sont à l'intérieur. Ces liens-là vont être un petit peu plus espacés. Donc on va les mettre en display bloc pour le moment. Ils vont s'empiler, hein, c'est pas bien grave. On gérera l'alignement droite-gauche plus tard. Et on va préciser que l'élément qui est actif va avoir une couleur noire. Il va être plus mis en avant que les autres. Maintenant, on supprime aussi le text decoration parce que c'est pas quelque chose que l'on veut sur nos éléments. Et on va préciser que les éléments, lorsqu'ils sont survolés, vont aussi avoir une couleur noire. Voilà. Comme ça, on a notre petit effet de survol. Vous pouvez peut-être rajouter, dans le cas du hover, mais seulement pour le hover, que vous voulez un text decoration à underline. On veut un soulignement quand on passe dessus. Ça peut mettre un peu plus en avant les éléments. À vous de voir. Donc maintenant, il y a l'espacement à gérer. Donc si je reviens aussi au niveau de ma maquette, on voit qu'on a une hauteur de ligne de 200%. Donc là, pareil, on peut le gérer directement au niveau de la hauteur de ligne. Donc en mettant une hauteur de ligne en line 8 à 200, ou ce que l'on peut faire, c'est jouer sur les paddings. Moi, je préfère toujours jouer sur les paddings pour la même raison que celle que je vous ai donnée tout à l'heure. Si on a des fois des éléments du menu qui arrivent sur plusieurs lignes. Du coup, ici, je vais rajouter un padding à 0.6 EM. Donc une fois la taille de la police. Et ensuite, 0 sur les côtés. Si je réactualise, pouf, ça va me donner un petit peu plus d'espacement. Maintenant, on veut avoir les icônes à gauche. Donc pour ces icônes-là, on avait choisi de n'utiliser qu'une classe comme ça. Et on va utiliser les pseudo-éléments. Donc on va lui dire que pour tous les éléments qui sont dans la sidebar, on veut avoir un before. Pour l'instant, on mettra un contenu qui est vide. Il sera en display de point inline block pour qu'on puisse lui préciser une largeur et une hauteur. Et on va récupérer la largeur et la hauteur de notre petite icône. Donc ici, dans le cas de la maison, on avait une largeur de 60, enfin de 10,8 et une hauteur de 8,59. Alors, c'est pas terrible comme valeur. On va mettre 11 et 9. Donc, on va mettre une largeur de 11 pixels et une hauteur de 9 pixels. Ça va créer un petit peu d'espacement. Et maintenant, il faut mettre notre image. Donc, on va mettre un background. Et on mettra donc une URL. Ça sera dans le dossier IMG par rapport au fichier CSS. Et l'icône, ça sera home.svg par défaut. Cette icône, on va la vouloir centrer. Et on va mettre un background size à contain. Ce qui permettra d'avoir l'icône qui sera automatiquement comprise à l'intérieur de ça. Si je réactualise ma page, on a bien comme ça cette icône-là. L'avantage du contain, c'est qu'après, vous pouvez piloter la taille de l'icône par ce moyen-là. Vous pouvez lui dire, je veux que toutes les icônes ont une hauteur de 15 pixels et de 15 pixels, et automatiquement, il prendra la bonne largeur. Peut-être une chose à supprimer,
c'est la répétition. Donc on veut un no repeat à ce niveau-là. Et hop, on a maintenant notre petite icône. Alors le problème, c'est que ce pseudo-élément, comme on le voit ici, n'est pas correctement centré par rapport au texte. Donc vous pouvez préciser que vous voulez un vertical à ligne à middle. Et ça vous permettra de centrer en fait cet élément-là par rapport au reste. Le problème du vertical à ligne middle, c'est qu'il aligne par rapport à la hauteur de police. Donc vous avez toujours ces petits décalages. On voit ici que la maison semble être un petit peu plus bas que le texte. Donc dans ce cas-là, vous pouvez rajouter une petite marge négative pour contrebalancer ça. Et vous pouvez mettre moins 1 pixel ou moins 2 pixels. Ou vous pouvez aussi utiliser des transformations. Ça peut être une solution. Une fois que l'on est satisfait, on va juste avoir besoin d'espacer un petit peu notre petite icône et on va l'espacer de 20 pixels sur les côtés. Donc on va mettre une marge à droite de 20 pixels. Comme ça, on aura notre icône qui sera espacée par rapport au reste. Là, on a fait l'icône générale et il faudra adapter l'icône suivant chaque élément. Donc dans le cas de sidebar message, on remplacera donc le background pour le pseudo-élément before. Donc on ne change que le background image. Et on mettra message, alors hop, l'URL ça sera image/message.svg. Et hop, comme ça, cette icône devrait être remplacée. Mais elle ne l'est pas. Alors là, on arrive typiquement dans le cas où on a un petit bug. Donc quand on a un bug, on sort notre inspecteur. Je passe sur cet élément-là et je vais regarder les règles qui sont appliquées. Donc je vois que j'ai mes différentes règles, mais moi ce qui m'intéresse c'est le pseudo-élément before. Pourquoi c'est cette maison et pas notre petit message? Donc je vois bien qu'il applique cette règle-là, mais il me barre celle-là. Il me barre celle-là parce qu'en fait, il y a une règle plus précise qui est utilisée. Cette règle-là l'emporte. Donc si je veux que celle-là l'emporte, soit je peux mettre un point d'exclamation importante, soit je peux utiliser une règle qui serait plus précise. Celle-là est maintenant plus précise que celle-là, et du coup elle va l'emporter. Et on aura bien la bonne icône qui va être utilisée. Donc il faut toujours faire attention à cette notion-là. Donc là on va faire la même chose pour sidebar events, pour sidebar group et sidebar amis. Vous avez compris le principe. D'ailleurs ici, je peux mettre groupe pour les deux, vu que c'est la même icône qui sera utilisée pour l'un et pour l'autre. Donc pour la partie events, on va mettre le logo calendar. Et pour la partie, on avait dit groupe, je crois que j'ai mis avec un E ou je l'ai mis en anglais. Ouais, je vais essayer d'être cohérent, on va mettre groups, groupe tout simplement. Dans ce cas-là, on utilisera l'image groupe.svg. Donc ça fonctionne presque bien, si ce n'est ici que j'ai oublié de mettre groupe. Dernière petite chose, il nous faut gérer l'opacité. Donc on va mettre que par défaut, ce pseudo-élément, aura une opacité de 67%. Lorsque l'on passe dessus, ou lorsque l'élément est actif, on va changer l'opacité des pseudo-éléments. Donc on va rajouter un before, et pour ces deux-là, on changera la valeur de l'opacité. Si on veut, comme tout à l'heure, un effet d'animation, on peut rajouter une transition au niveau de ce pseudo-élément. On va mettre une transition sur l'opacité. Et cette transition durera 300 millisecondes. De la même manière, sur mes liens ici, on va rajouter une transition sur la couleur. Donc ils auront une couleur inhérite par défaut, et la couleur ira vers le noir lorsque l'on passe dessus. Comme ça maintenant, hop, on voit bien qu'on a ces effets-là. Ce que je vais juste changer, c'est la taille de la police. Je me dis que le font size 12, ça rendait peut-être bien sur la maquette, mais ici je trouve ça trop petit. Donc on va supprimer ça, et on a maintenant notre petit menu. Alors ce menu, dans le cas d'un écran de petite taille, on le voulait sur 2 colonnes. Donc ça veut dire que notre sidebar, il doit être en display flex pour pouvoir ensuite aligner les différents éléments, où on pourrait mettre nos différents liens en float left. Moi je préfère utiliser les flexbox, c'est plus pratique. Donc on va dire que notre sidebar sera en display flex. Et ensuite, on va préciser que nos différents liens auront une largeur de 50%. Comme ça, automatiquement, ils vont s'aligner les uns par rapport aux autres. Le problème, c'est que le display flex s'arrange pour que tout rentre. Donc on va lui dire non, non, tout ne rentre pas. Je veux que tu flex wrap,
c'est-à-dire que tu puisses aller à la ligne. Donc tu vas faire un flex wrap à wrap. Comme ça, automatiquement, les éléments prennent 50% de la largeur, mais par contre, si ça ne rentre plus, et ça ne rentrera plus dès le second élément, il va aller à la ligne. Et là, on a quelque chose qui est plus cohérent par rapport à ce que l'on avait sur la maquette. Peut-être ce que l'on va rajouter, c'est une marge tout en haut. Donc là, on voit que l'on avait une marge en haut de 20 pixels. Alors cette marge, on pourrait être tenté de la mettre que sur la sidebar, dans le cas du mobile, mais je me dis que ça pourrait être plus intéressant de la mettre sur le container. Alors le container, en général, cette classe, je l'utilise simplement pour du contenu centré. Si je veux rajouter d'autres comportements, je vais plutôt utiliser une autre classe. Donc là, on va utiliser la classe, je me dis ici, on va mettre main, pour dire c'est le contenu principal, ou même site, allez, hop, site, ou peu importe, hein, ça pas, vous pouvez changer dans tous les cas après coup, c'est pas dramatique. Et on va lui dire que pour le site, on veut une marge en haut de 20 pixels. Donc ici, juste avant notre sidebar, on va préciser que pour le site, on veut une marge en haut et en bas de 20 pixels. Et ensuite, on veut une marge sur les côtés de 0. Ou attention, si vous mettez ça, vous allez avoir une collision avec le container qui lui a des marges et lui aussi. Donc pour éviter tout problème, pour le container, on va simplement préciser qu'on veut une marge à gauche en automatique, une marge à droite en automatique. Et on va préciser que pour notre site, on ne charge que le margin top. Donc on va mettre 20 pixels et le margin bottom. Comme ça, ça évite toute confusion et toute collision au niveau de nos règles. Comme ça, hop, on a un petit peu plus d'espacement. Donc lorsque l'on arrive sur un écran de plus grande taille, donc là c'est un écran qui permet de faire rentrer tout notre site, ça va être un écran qui aura une largeur plus grande que 1050, on va retirer en fait quelques règles au niveau de notre sidebar. Et on va vouloir faire en sorte que nos différents éléments soient à une colonne à gauche, une colonne centrale et une colonne sur les côtés. Donc je vais, juste pour l'exemple, mettre un petit peu de couleur. Donc on va préciser que la sidebar, à la limite on va le faire ici. Donc la sidebar, on va lui mettre un background. Hop là, background. Et on mettra du green ou du gold. Je vais essayer de prendre une couleur qui agresse pas trop les yeux. Ensuite, on avait dit qu'on avait une classe main. Donc on va mettre un background. On va mettre du blue. On va prendre celui-là. Voilà. Et enfin, on avait notre aside qui va avoir une background gray. Voilà, ou green. Ces différents éléments, je vais leur préciser une hauteur. On va leur donner une hauteur de 250 pixels. C'est juste temporairement pour mieux les identifier. Donc par défaut, ils sont empilés, ce qui est logique. Mais on va lui préciser que quand on arrive sur un écran qui est plus large que 1050, dans ce cas-là, je veux que les différents éléments se placent les uns par rapport aux autres. Donc ça veut dire que l'élément qui a la classe site place en display flex. Si je réactualise ma page, hop, on a un changement de structure. On a bien notre élément qui passe comme ça, notre élément, et après le dernier qui n'est pas forcément visible parce qu'il n'a pas de contenu. Donc on va lui mettre un faux contenu temporairement qui est comme ça. Donc le problème, c'est que nous, on veut que ça prenne vraiment toute la largeur qui est disponible. Et si c'est trop grand, ça restera centré. Donc au niveau de notre structure, on va changer un petit peu les choses. Donc si je regarde ma maquette, on a cette sidebar là qui fera à peu près 180. Donc on va lui donner une largeur à la sidebar de 180 pixels. Ensuite, je vais donner une largeur à la partie aside. Donc cette partie aside, si je reviens sur ma maquette, hop, elle a une largeur de 310 pixels. Donc on va lui donner une largeur de 310. La partie centrale, on peut s'imaginer qu'elle va s'adapter suivant les situations. Donc on ne lui précise pas de largeur. Enfin, petite chose, c'est que hop là, cette partie centrale est espacée de 30 pixels par rapport à la droite et de 30 pixels par rapport à la gauche. Donc au niveau de mon main, je vais préciser que je vais avoir une marge à gauche de 30 pixels et une marge à droite de 30 pixels. Je vais préciser aussi que j'ai une largeur de 100% pour lui dire je veux que tu prennes quasiment tout ce que tu peux. Si je réactualise ma page, pouf, on voit bien qu'on a ce layout là.
Par contre, si je regarde, ce container-là, il ne fait que 115 pixels, alors qu'il devrait faire 180. C'est parce que les Flexbox redistribuent un petit peu les largeurs suivant les situations. Donc on va lui dire, pour ce sidebar et pour ce side, on veut un flex à none. Ça veut dire qu'on ne veut pas grandir, on veut faire 180 pixels, tu redistribues la largeur avec d'autres éléments. Et on va faire la même chose pour le side. Ce qui fait qu'au final, le seul élément qui va pouvoir bouger, c'est l'élément main. Et là, on aura quelque chose qui correspondra pile poil à ce que l'on a sur notre maquette. Notre sidebar fait bien 180 pixels, notre side fait bien 310 pixels, et l'élément central ici fera 500 pixels. Si je reviens sur ma maquette, c'est ce que je devais avoir ici, 500 pixels. L'avantage, c'est que si on arrive sur des plus petites résolutions, on pourrait lui demander de s'adapter. Si ici, j'enlève ici 950, mais je mets plutôt 850. Ce qui va se passer, c'est que pendant un petit moment, hop, on le voit, les colonnes restent figées. Par contre, la colonne centrale perd en largeur. Donc ça peut vous permettre, pendant une petite partie du redimensionnement, de garder un comportement qui serait responsive. Donc ça peut être intéressant. Moi, je vais par exemple lui dire, voilà, 950. Là, la colonne centrale, elle reste quand même d'une bonne largeur. Et à 950, il faut casser. Donc ça me semble plutôt bien. Et je vais pouvoir maintenant supprimer les différentes couleurs que j'ai mises. Donc je vais supprimer le side, le sidebar et tout ça. Voilà, c'était important visuellement de vous montrer un petit peu comment ça va se comporter. Ce qu'il faut que je change, c'est peut-être cette sidebar là. Hein, c'est pas forcément tip top. Donc je vais préciser que l'élément sidebar va être en display de point bloc. Il ne sera plus en display flex. Et enfin, je vais préciser que les éléments dans la sidebar, donc les différents liens, auront une largeur chacun de 100%. Comme ça, on n'aura plus cet espacement un petit peu bizarre. Et là, c'est beaucoup mieux. Alors l'élément actif, en plus d'avoir une couleur noire, on voit qu'au niveau de notre style, alors peut-être il était en bold aussi. Ouais, il était en bold, donc ça faudra le changer. Mais il a aussi ce petit contour. Donc il a une bordure de 1 pixel qui est en D8. Il a une couleur blanche. Donc on va tout de suite faire ça. Donc là c'est général et c'est pas forcément que pour le desktop, c'est vraiment aussi pour le mobile. Donc c'est l'élément over ou actif. On va lui mettre une bordure, border, solide de 1 pixel et la couleur que j'ai récupérée depuis la maquette. Et on va lui mettre aussi un background blanc. Je réactualise et ça donne ça. Je vais peut-être mettre aussi un border radius pour que cette petite boîte soit un petit peu plus arrondie. Et je vais mettre un font weight, donc le graissage de police à bold. Maintenant, quand je passe sur les éléments, ça fonctionne bien. Alors on a peut-être juste un petit détail, c'est qu'on voit qu'il y a un petit décalage qui se crée. Ce décalage se crée parce que par défaut, notre élément n'a pas de bordure. Donc ce que l'on peut faire pour éviter ce décalage, c'est lui dire je veux quand même une bordure, mais je veux qu'elle soit transparente par défaut. Comme ça, elle change juste en fait de couleur. Et on n'aura plus ce petit saut. Et cette bordure, on la met sur le lien et pas sur le pseudo-élément. Et là, vous voyez, on n'a plus du tout ce saut-là. Autre petite chose, le text decoration, je trouvais ça sympa au début, mais finalement, ça ne rend pas du tout bien. Donc on va l'enlever. Voilà, parce que maintenant qu'on a vraiment quelque chose qui le met en avant, c'est suffisant. Et il nous reste juste à gérer le padding. Donc on voit ici qu'on a un petit espace de 10 pixels sur les côtés. Donc au niveau de notre élément, notre A, on va rajouter un padding à gauche, un padding -left de 10 pixels pour espacer notre icône ou notre texte de cette petite boîte. Et là, ça rend super bien. Dernière petite chose que vous pouvez rajouter, c'est lui dire que la transition, vous la voulez non pas sur la couleur, mais vraiment sur tout. Comme ça maintenant, vous allez avoir une transition à la fois sur les bordures, sur le background color et sur la couleur de la police. Et là, on a fini avec ce petit menu. Et si je passe sur une résolution plus petite, voilà, on a quelque chose comme ça, ça correspond, ça fonctionne bien. Peut-être en bas, on va mettre une marge en dessous. Donc pour l'élément sidebar, je vais mettre un margin bottom à 20 pixels, histoire que ça espace en fait l'élément en dessous. Dans le cas du desktop, on s'en fiche de la marge en bas parce que la sidebar sera à gauche et on n'aura pas de marge ici. Donc pour nos cartes, c'est toujours le même type. On a juste parfois des cartes qui ont une image et parfois non.
je vais juste en profiter pour exporter les images dont j'ai besoin. Donc je vais exporter cette image-là au format PNG parce que c'est une forme avec des couleurs simples. Et je vais exporter celle-là au format JPG parce que c'est une image. Donc ici, on va mettre JPG. Ces images, je vais les renommer. Là, on va l'appeler image, tout simplement. Et ça, on va l'appeler avatar.png, mais c'était déjà nommé comme ça. Et on en profite aussi, c'est vrai que j'aurais dû le faire, pour exporter ces deux icônes-là. Donc ces icônes-là, on va les exporter au format SVG. Donc la première, ça sera le like, et la seconde, ça sera comment. Et vu que j'avais mal nommé les calques, je vais devoir renommer les choses. Donc là, c'est comment, et non, c'est .svg, donc il faudra que je le réexporte, et like ou thumb up, à vous de voir. Hein. Hop. Ça n'a pas trop d'importance, ici c'est juste pour la démonstration, et je vais exporter cette image en SVG, et la renommer comment. Voilà, je suis plutôt satisfait, on va pouvoir réfléchir à la structure. Donc là, tout de suite, ce que l'on voit, c'est que ça, c'est une carte. Donc je me dis, tout cet élément-là, on va l'appeler card. Ensuite, ici, on va avoir notre card header qui contiendra notre avatar, le pseudo de la personne et le nom. Alors, ces éléments sont alignés l'un par rapport à l'autre. Donc, on pourra utiliser soit la technique du position relative et des positions absolutes, soit utiliser les flexbox. Là, c'est vraiment à vous de voir. Les deux sont justifiables. Ensuite, on aura notre image qui prendra la totalité de la largeur. Et ensuite, notre body. Donc c'est assez classique. Et enfin un footer. Donc on va commencer par la structure HTML comme d'habitude. Donc on va avoir un élément qui aura la classe card, ça on l'avait déjà fait. On va avoir un card header qui contiendra l'entête. Et ça pour le coup on peut utiliser une balise en-tête. Donc on va mettre header et on lui donnera la classe card header. Toutes ces cartes au final ce sont des articles. Donc on va remplacer la div par un élément qui est de type article. Donc dans ce header, on va avoir l'avatar. Donc là, on va directement utiliser une image. Ça sera dans le dossier img et ça sera avatar.png. Cet avatar, je vais peut-être l'ouvrir pour récupérer la valeur de sa hauteur et de sa largeur. Donc ça a une hauteur de 45 et une largeur de 45. Donc on la précise directement au niveau des attributs HTML. Ça permettra au navigateur de savoir à l'avance la taille de l'image, même avant qu'elle soit chargée. Ensuite, on va avoir un titre. Donc on va appeler ça card title. Ça sera le titre de notre carte. Et en l'occurrence ici, c'est le nom de notre utilisateur. Et ensuite, on va avoir card time pour la durée ou la date de notre carte. Et on mettra ici, il y a 10 minutes. Donc vous pouvez choisir des noms de classes différents. Moi, j'ai pas forcément de super idée à ce niveau-là. J'essaie toujours de nommer plutôt par rapport à ce que ça représente. Après, je m'imagine, je vais avoir une div qui va contenir le body. On va appeler ça card body et on va mettre notre petit contenu. Hop, ce petit contenu et ce petit contenu, on va le mettre dans des paragraphes. Je vais espacer un petit peu plus pour qu'on ait plus de place. Voilà, là je ferme mon paragraphe et on en ouvre un autre pour la seconde phrase. L'image, on peut s'imaginer la placer au-dessus, à cet endroit-là. Là, encore une fois, ça peut être discutable. On verra que ça peut poser aussi des problèmes si on la place ici. Et justement, c'est le fait que ça pose des problèmes qui rend les choses intéressantes. Et on va mettre une halte. Donc là, c'est paysage. Et je ne sais pas comment on pourrait la décrire un petit peu mieux. Et cette image, on peut aussi la mettre dans un paragraphe, au final. Voilà, parce qu'elle va être espacée par rapport au reste, c'est important. Et après, on va avoir notre footer. Donc footer, et on lui donnera la classe card footer. On va avoir deux éléments. Un élément pour liker. Donc on mettra ici 120 pouces. Donc on l'appellera card like. Et on mettra 120 pouces. J'utiliserai le même principe qu'en haut. Pour les icônes, je vais plutôt utiliser les pseudo-éléments. Et pour la partie commentaire, on mettra card comment avec un S. Et on mettra le nombre de commentaires. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau de la structure, ça me semble plutôt pas mal. Peut-être ici, on peut s'imaginer qu'il y aurait des en-têtes qui n'auraient pas d'avatar. Donc ici, je vais rajouter une classe supplémentaire, card header-avatar. Pour dire, là c'est une en-tête avec un avatar. Et je vais peut-être ici rajouter la classe card-avatar pour savoir que c'est l'avatar de notre carte.
Encore une fois, j'ai choisi cette structure. Vous pouvez en choisir une complètement différente. Il y a plusieurs manières de faire les choses. Moi, j'essaie surtout d'avoir une structure HTML simple. Après, ça peut poser des problèmes en termes de CSS, mais je trouve ça plutôt bien à ce niveau-là. Donc maintenant, je vais revenir ici et on a notre apparence comme ça. Donc on va passer sur mobile et on va styliser notre carte. Donc au niveau de mon app.css, je descends tout en bas et on va styliser la carte. Donc la carte, au niveau de l'apparence de base, elle se comporte un petit peu comme le survol d'un lien. Elle va avoir une bordure, elle va avoir une couleur de fond qui va être blanc et un petit border radius. Donc je peux directement reprendre ces valeurs-là. Ensuite, au niveau du card header, on va avoir un petit peu d'espacement. On voit sur les côtés qu'on a 13 pixels. Si je regarde aussi ce contenu-là, on a 11 pixels. Donc on va couper la poire en deux, on va mettre un padding de 10 pixels. Donc ici, hop, je rajoute que pour mon card header, je veux un padding de 10 pixels. Ça va permettre d'espacer un petit peu les choses. Le pseudo, il va être en plus gros que d'habitude, donc ici il sera en 18 et il sera en bold, et il sera aussi en noir. Donc dans mon cas, c'est le card title. Je vais mettre un font weight en bold et un color en noir. De la même manière, il va être un petit peu espacé par rapport au bas. Donc on voit qu'il y a une petite marge ici de 8 pixels. Donc si on prend en compte les hauteurs de ligne, ça ferait à peu près du 5 pixels. Donc on va rajouter une marge en bas de 5 pixels. Et si on veut quelque chose de cohérent, on va aussi la rajouter en haut. Donc on va mettre une marge en haut et en bas de 5 pixels et 0 sur les côtés. Si je reviens, hop, on voit que ça ressemble à ça. Et on change peut-être la taille de la police pour mettre du 18 pixels. Pour la partie date, ça va être légèrement plus petit que d'habitude, donc du 12. Et la couleur, ça sera en 38% de l'opacité. Donc ça veut dire ici que notre card-date va avoir une couleur en RGBA de 0,00 et 38%, donc 0,38. Et une taille de police toute petite, 12 pixels. Ça permettra déjà d'avoir quelque chose de plutôt sympa. Le problème, c'est qu'on veut avoir l'avatar à gauche et ensuite le reste à droite. Alors, on a plusieurs solutions. On peut utiliser le principe des display flex. Mais si on a un display flex, ça voudrait dire qu'il faut entourer ça dans un élément, ou juste le garder comme ça, et entourer ça dans un autre élément, pour n'avoir que deux sous-éléments. C'est pour ça que je ne suis pas forcément fan des flexbox dans cette situation spécifiquement. Et on va plutôt utiliser le principe des relatives et absolues. Donc, notre card header avatar, on va lui préciser « Je veux que tu sois en position relative ». Ou ça, on peut le faire directement sur le header. Ça n'a pas trop d'impact, donc c'est pas gênant. Maintenant, on va lui dire par contre, si tu as un card avatar, .card-avatar, je veux que cet avatar soit positionné de manière absolue. Et il sera en haut à 0 et à gauche à 0, pour le moment en tout cas. Comme ça, pouf, notre élément se place ici. Notre card header, avatar, que j'ai supprimé comme un gros boulet, on va lui demander d'avoir un padding important sur la gauche pour que notre pseudo soit décalé vers la droite. Donc au niveau de mon inspecteur, je peux regarder la distance qu'il y a entre cet élément-là et les bords. Je n'arrive pas à le calculer, donc je vais faire un petit rectangle. Donc on a une largeur ici de 66. Donc je vais préciser qu'on aura un padding sur la gauche de 65. J'aime bien les valeurs rondes, j'aime pas trop les 66, 63 ou autres. Comme ça laisse de l'espace. Le problème, c'est que mon avatar, il faut bien le positionner. Donc par rapport à la gauche, je vais lui donner une largeur de 10 pixels, parce que c'est le padding que j'ai au niveau de mon card header. Par contre, par rapport au top, je suis un petit peu embêté. Parce que si je mets un top en mettant 10-15 pixels, on va tester jusqu'à tomber sur quelque chose d'à peu près centré, ça va fonctionner dans cette situation-là. Mais si pour une raison X ou Y, j'ai un titre qui est un petit peu long et qui passe sur deux lignes, on voit que ça donne quelque chose de plus du tout centré. Donc une petite astuce, c'est de mettre ici un top à 50%. Ça veut dire je veux que tu sois à 50% par rapport au haut. Donc ça veut dire que le haut de ce cercle-là est bien positionné par rapport au centre de mon header. Mais moi je veux que ce soit le centre du cercle qui soit bien placé.
Donc après, il faut mettre une marge en haut qui est égale à moins la moitié de la hauteur de l'élément. Donc c'était 27 pixels, parce que mon élément mesure 54. Et là, on aura quelque chose qui sera centré quoi qu'il arrive. Ou ce que vous pouvez faire, c'est utiliser les transformations. Et vous lui dites, je veux un translate Y à moins 50%. Donc je veux que tu décales à 50% de la hauteur de mon élément. Et comme ça donnera quelque chose qui sera centré, quelle que soit la situation et quelle que soit la taille de l'image. Donc c'est une solution qui est super idéale. Donc retenez ça. Si jamais vous êtes intéressé, j'ai fait une vidéo entièrement dédiée sur le centrage des éléments en CSS, où je reviens sur ces techniques et je vous montre d'autres techniques un petit peu plus avancées. Mais là, pour le coup, ça fonctionne convenablement. Je vais retirer peut-être mon BR parce que, bon, ici, le titre sur 2 lignes, c'est pas forcément tip-top. Donc maintenant que l'on a notre header, on peut passer à notre partie body. Donc notre petite partie body, hop, elle est juste en dessous et on a des paragraphes qui ont une marge en haut et en bas. Donc je ne suis pas forcément fan de l'idée que les paragraphes ici aient une marge en haut par défaut. Moi, mon image, j'aimerais bien qu'elle soit vraiment collée par rapport au header. Donc on a plusieurs solutions. On pourrait retirer les marges de tous les paragraphes et leur dire je veux que et je ne veux qu'une marge en bas. Ou si vous voulez le truc le moins destructif possible, on va juste préciser que dans le cas du card body, tous les paragraphes qui sont des premiers enfants, donc les first child, on veut leur mettre une marge en haut à 0. Comme ça, au moins, on n'a pas de problème. Et on va faire la même chose pour les paragraphes qui sont les derniers enfants, les last child. Et on leur mettra ce coup-ci une marge en bas à 0. Ça évite tout problème d'espacement. Maintenant, si je regarde mon élément, on a un padding aussi. On veut que notre texte soit un petit peu espacé. Donc on va dire que pour notre card body, on va avoir un padding de 10 pixels sur les côtés et 0 pixels en haut. Voilà, je préfère cette version courte. Vous pouvez dire, mais pourquoi tu mets pas padding left et padding right? Parce que c'est plus court d'écrire les choses comme ça, tout simplement. Si je fais ça, ça permet effectivement d'espacer le texte, ce qui est une très bonne chose. Mais par contre, on a un inconvénient majeur, c'est que notre image n'est plus collée au bord. Donc notre image, on va lui donner une classe particulière. On va dire cette image, alors c'est pas celle-là, mais c'est celle-ci, elle va avoir une classe full width, par exemple. L'avantage, c'est qu'après en CSS, je vais pouvoir le dire pour les card body, je vais styliser toutes les images qui sont en full width, c'est-à-dire qui doivent prendre la totalité de la largeur. Et je vais leur mettre une marge négative de moins 10 pixels, c'est-à-dire une marge qui est égale à moins le padding ici. Je fais ça pour la gauche et je fais ça pour la droite. Maintenant, automatiquement, ça va décaler mon image. Enfin, je vais préciser que mon image aura une largeur de 100%. Pour la forcer plutôt à prendre la totalité de la largeur. Le problème, c'est que 100%, c'est la valeur ici avec le padding. Ça va donner une largeur de 776. Si je regarde mon élément, on a effectivement une largeur de 776. Donc si je veux lui forcer à prendre la bonne largeur, je peux utiliser le système de calcul. Je lui dis, prends 100% de la largeur plus 20 pixels, ce qui est équivalent aux différents paddings. Et comme ça permet d'avoir quelque chose qui prendra la totalité de la largeur et qui sera correctement centré. Je finis peut-être par un display block pour éviter l'espace qui est créé sous l'image. Voilà. Et là, on a quelque chose qui est correct par rapport à notre maquette. L'avantage, c'est que si je redimensionne, lorsque je vais atteindre une certaine largeur, on voit bien que c'est découpé et ça s'adapte quoi qu'il arrive. Pour le coup, on n'a rien à faire au niveau du responsive. Tout est géré par le fait que le container s'adapte et tout le reste s'adapte automatiquement. Donc il nous reste à gérer le footer. Donc ici, c'était le card footer. Donc le card footer, hop, il va être avec une petite bordure comme ça, et il va être avec un FB en couleur de fond. Donc on va mettre une bordure top, solide de 1 pixel, et on va mettre ça. Et on mettra un background en FB. Oui, comme ceci. Ensuite, à l'intérieur, on va avoir un élément à gauche et un élément à droite. Donc je me dis, dans ce cas-là, c'est un cas idéal pour le display flex. Et c'est tout ce que l'on a à faire.
peut-être mettre un space between au niveau du justify, mais là on va juste rester comme ça. On mettra un padding de 0 en haut et de 10 pixels sur les côtés, et on aura quelque chose qui sera plutôt correct. La taille de la police, ça sera du 12 pixels par défaut, et la police, on avait dit qu'elle était dans une couleur beaucoup plus opaque. Donc on va prendre cette couleur-là. Donc je vais lui préciser qu'on aura un font size qui sera global pour tous les éléments dans le footer, et on va avoir une couleur qui sera égale à du BDBD. De la même manière, je vais préciser que tous les éléments qui sont des liens dans le footer n'auront pas de text decoration. Voilà, comme ça permet au moins de régler ce problème en même temps. Donc pour le petit pouce, on va prendre la largeur, c'est 20 pixels et 18 pixels. Donc on va lui dire pour l'élément qui a la classe card like, je crois que c'était ça, hein, j'avais pas mis thumbs. Non, c'était bien card like. On aura un pseudo-élément before, et ce pseudo-élément, il aura un contenu. Il sera en display inline block. Donc ça, vous commencez à prendre le coup. Hein. Dès qu'on aura en général une icône, ça sera un peu toujours le même principe. On va lui donner une largeur de 20 pixels, une hauteur de 18 pixels, et ensuite on va mettre notre image. Donc background. On aura l'URL, ça sera thumbsup.svg. Ça sera centré. On lui donne une background size de 20 pixels et de 18 pixels, et on est en no repeat. Voilà, ça permet en une fois de tout faire, et on rajoute un vertical align middle. Il faudra peut-être rajouter un petit peu de marge à droite pour espacer notre élément. Donc là, on a une marge à droite de 6 pixels, et on va mettre 5 pixels parce que je préfère avoir des valeurs rondes. Voilà, de toute façon, la maquette a été créée vraiment un petit peu à la va-vite. Donc là, c'est juste pour le principe. Pour ce petit footer, on va rajouter un peu de padding. On va mettre 10 pixels en haut et en bas. Voilà, histoire que ça soit un petit peu plus espacé. Donc c'était où? C'était sur le card footer. On va mettre un padding de 10 pixels aussi en haut et en bas. Donc ça fait juste 10 pixels comme ça. Donc ça me semble plutôt pas mal. Je vais peut-être ici lui dire de faire la même chose pour le card-comment. Voilà, ça m'évite de me répéter. Hein. Hop. D'ailleurs, c'était comments avec un S. Et après, je n'ai juste qu'à changer, dans le cas du comments, le background. Donc, hop, je vais aller regarder ici. C'était 18 par 17, où je peux mettre directement un background et changer la valeur ici en mettant 18 pixels et 17 pixels à cet endroit-là. Et pour la taille en fait de mon élément, je peux mettre une hauteur à 20 pixels. Comme ça, toutes nos icônes auraient 20 pixels en hauteur et en largeur. Et à cet endroit-là, c'est comments. Voilà. Alors le souci, c'est qu'on veut que notre partie commentaire ici soit à droite. Donc une première solution, comme on l'avait fait tout à l'heure, c'était de mettre un justify content à space between pour avoir de l'espacement entre les deux et qu'on ait bien notre alignement. Une autre solution, les deux sont viables vraiment, c'est de dire que pour le card de comments, hop, on veut un margin-left à auto. Comme ça, pouf, on va avoir le même résultat. Si ça donne le même résultat, on peut se demander pourquoi faire plutôt ça. Je dirais que la différence, en fait, c'est si on n'a pas cet élément-là. Si je commande cet élément-là, hop, 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 et que je réactualise, là, on voit que notre élément est bien à droite. Si je vais sur mon CSS et que je reviens à l'autre solution, qui était de mettre un justify content à space between, et que je retire mon margin left en automatique, ça va donner un élément qui va être à gauche. Donc en fait, avec le margin auto, ça me permet de préciser que je veux que cet élément soit à droite, quoi qu'il arrive, même si j'ai un autre élément ou pas en fait à ce niveau-là. Et ces deux éléments-là, on va les mettre en lien, parce que c'est plutôt des liens en fait. Hop. Et on mettra un href bidon. Donc je réactualise, et ça passe bien, donc on pourrait peut-être changer la couleur quand on passe dessus. Mais vu qu'il n'y avait rien sur la maquette, on va simplement lui préciser, quand on passe dessus, on veut un text decoration à underline. Ça permettra de comprendre, enfin de permettre à l'utilisateur de comprendre qu'il peut cliquer dessus. Dernière petite chose, c'est sur notre card body, on avait mis une padding en haut de 0,
Mais par contre, en bas, je pense que ça peut être judicieux d'avoir un petit padding de 10 pixels. Voilà, parce que sinon, comme on le voit, vu qu'on a neutralisé en fait les marges sur les paragraphes, tout semble coller. D'ailleurs, sur la maquette, je crois qu'il y avait même un peu plus d'espace. Donc on peut se dire, bah, allez, on met du 20 ou du 30 pixels, ce qui permet d'espacer par rapport au bas. Là, c'est après à vous de voir et vous pouvez affiner. Donc là, on a fini avec cette carte-là. Si jamais on duplique cet élément-là, donc je vais prendre notre div qui est la classe card, enfin plutôt notre article, et le dupliquer. Sauf que cette fois-ci, je ne mets pas de premier paragraphe. Et je vais encore dupliquer cette carte-là pour en essayer une version où on n'a pas l'avatar. Donc je retire le card header avatar et je retire cette image-là. Je réactualise la page et j'ai maintenant donc cette première carte, cette seconde-là qui a l'air d'être plutôt bien affichée et celle-là, on voit qu'il fonctionne tout aussi bien. Peut-être une chose que je devrais faire, c'est préciser que sur les cards directement, on ait une marge en bas. Donc au niveau de notre maquette, on avait une marge entre chaque carte de 15 pixels. Donc ici, on va mettre une marge en bottom de 15 pixels. Comme ça, ça sera plus espacé. Si on veut éviter que ça crée une marge en bas pour rien, on peut lui préciser, je veux que la dernière card, donc le last child, comme on l'a fait en fait pour les paragraphes, ait une marge en bas à 0. Ça évite comme ça que notre élément se mette à déborder. Donc ça fonctionne bien dans le cas d'un écran de petite taille, mais comme vous le devinez, ça fonctionne bien aussi sur un écran de grande taille. Et là, on a créé notre partie principale. Donc maintenant, on peut passer à cette partie-là. L'avantage, c'est que vu qu'on a bien pensé les styles, on peut les réutiliser. En fait, ce qu'on en a ici, c'est exactement la même chose qu'une carte ici. Donc on peut prendre au niveau de notre code, notre partie card body. Donc on va prendre celle où on avait un avatar, mais pas d'image. Donc c'était le deuxième article. On va fermer cette partie-là et le mettre dans le side. Et on peut vraiment tout récupérer. Donc là, par exemple, on mettrait inscrit il y a 10 ans. Et on enlèverait la partie footer. Hop, je réactualise ma page et tout de suite, j'ai cette partie avec mon pseudo. Et peut-être on va retirer ce paragraphe-là. C'est là que le CSS devient vraiment intéressant. Si vous concevez certains styles assez génériques, vous pouvez les réutiliser. Vous pouvez recomposer un petit peu les choses suivant la situation. Vous pouvez avoir tout à fait une carte sans header, une carte sans body, une carte sans image, et vous pouvez adapter les choses. Donc là, on a fait ça, et il nous reste juste à faire la partie suggestion. Donc on va avoir un titre, et ensuite une liste d'amis. Donc on est parti, je vais créer juste en dessous de la partie article, alors, ce titre-là, je ne sais pas vraiment comment l'appeler. On va l'appeler Sidebar Title. Voilà, parce que c'est un titre, je pense, pour les sidebars. Voilà, et on mettra suggestion. Après, on va avoir notre liste d'amis. Donc là, on va l'appeler friends-list et on va avoir un friend directement à l'intérieur qui représentera chaque ami. Donc ensuite on aura le friend-avatar et on a l'image de l'utilisateur. Alors si vous avez besoin d'images temporaires pour tester les choses, vous pouvez utiliser un site qui est plutôt pas mal qui s'appelle Placeholder ou Placeholdit. C'est un site qui vous permet de générer des images à n'importe quel format. Vous copiez ce lien et vous changez les valeurs à la fin. Donc moi dans ma maquette c'est du 73 par 73. Donc je peux mettre ici une image et je vais mettre cette image là, sauf que je vais changer les valeurs pour mettre 73 par 73. Et plutôt que d'avoir une div qui contient l'image, je vais directement mettre la classe sur l'image. C'est beaucoup plus simple, on ne va pas s'embêter. Ensuite, on va avoir les différentes informations. Donc, on va avoir friend-name. On mettra John Doe. Hop. Ensuite, on va avoir friend connections. On va mettre 15 amis. Hop là, amis mutuels. Et ensuite, friend-add. Et ça permettra d'ajouter un ami ou en ami. Je ne sais pas s'il y a un S ou pas, bon, peu importe.
et ça sera un lien, et on mettra un href qui permettra de pointer vers les choses. Et on peut s'imaginer que le nom de l'utilisateur sera aussi un lien, parce que ça permet de pointer vers le profil de l'utilisateur en question. Ça me semble plutôt pas mal. Là, vous pouvez faire ce choix-là, où vous pouvez vous dire, ça on va le mettre dans une div qui va avoir la classe friend-body. L'avantage, c'est que comme ça, dans friend, vous avez seulement 2 enfants et vous pouvez utiliser les flexbox. Si jamais vous ne voulez pas ça, vous allez devoir réutiliser la technique de tout à l'heure du position absolue et du position relative. Donc à vous de voir. Là, je me dis pour l'exemple, juste vraiment pour l'exemple, ça peut permettre de vous montrer 2 solutions. Donc on va utiliser cette solution-là. Donc on est parti. Hop, 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 hop. On descend tout en bas. On va avoir notre friend-title. Plutôt sidebar-title. Donc ce titre, il va être en gras, il sera légèrement plus grand et il aura surtout une petite barre en bas. Et il sera noir. Donc color, de point noir. Font size, on va avoir du 15 pixels. Et la bordure en bas, on va mettre un texte decoration, underline, pour avoir un soulignement. Alors ça peut fonctionner, et si je reviens sur ma page, ça va fonctionner. Mais le problème, c'est que le texte decoration ne contient que ne décore que notre texte. Et de la même manière, c'est trop en dessous. Donc là, c'est pas forcément la solution idéale. Il faudra plutôt utiliser un pseudo-élément. Donc on va lui dire sur le sidebar title, après, je veux avoir un élément qui n'a pas de contenu, qui va être en display bloc, et cet élément aura une hauteur de 1 pixel, aura une largeur qui sera 100%, et aura un background, et c'est là que c'est important, noir. Comme ça, on aura une vraie ligne. Cette ligne, ensuite, on peut l'espacer un petit peu par rapport au haut, avec un petit padding, et vous pouvez affiner sur la valeur. Donc c'est ça qui est intéressant. Et c'est plutôt ici un margin, parce que si vous mettez un padding, ça change la hauteur, et ça donne une barre. C'est pas forcément tip-top. Là, on change aussi le graissage de la police, et on avait dit qu'on allait mettre du bold. Ce que l'on peut faire aussi, c'est rajouter de l'espacement. On voit que à cet endroit-là, on va avoir un espacement. Et on a un espacement de 30 pixels. Donc je vais rajouter au niveau de notre title un margin top de 30 pixels et un petit margin bot de 18 pixels. Margin-bottom, 18 pixels. Voilà, ça permettra d'avoir un petit peu plus d'espace. Maintenant, on peut passer au système d'amis. Donc d'abord, on va avoir l'élément friend qui permet de représenter un ami. Donc cet élément-là, il est assez classique. On va voir rien de particulier, si ce n'est peut-être une marge en bas de 14. Donc ici, on peut mettre une marge en haut et en bas de 14 pixels. 14 pixels en haut et 0 sur les côtés. L'avantage, c'est que le sidebar title a une marge en bas de 18 pixels et les deux vont fusionner. Si je réactualise, on voit que ça ne crée pas un espace trop conséquent. Là, on a bien la marge en haut de 14 et ensuite sur ça, on a la marge de 18. Et on a la fusion des marges qui évite les problèmes d'espacement. C'est cool. Ensuite, on veut que l'ami soit à droite, enfin l'avatar soit à gauche et le nom de l'ami et les informations soient à droite. Donc dans ce cas-là, on va préciser que cet élément sera en display flex. Ensuite, on aura notre friend avatar. Donc ça aura une largeur, on avait dit de 73, je le reprécise, et une hauteur de 73 pixels. Et ce que je vais faire, c'est que je vais préciser que ça va être en flex none, parce que je ne veux pas que la largeur change. Je veux peut-être préciser qu'on ait un petit peu d'espacement. On va avoir une marge à droite de 10 pixels. Donc je vais mettre un margin-right à 10 pixels. Maintenant, je vais styliser les différents éléments. Donc ce texte-là est légèrement plus gros. Donc c'était le friend-name. On va le mettre en display block parce que par défaut, ça peut être un lien. Donc là, on veut vraiment que les éléments ensuite passent à la ligne. On va voir un font weight à bold, une couleur en noir et peut-être un petit peu d'espacement en dessous. On verra si rien qu'avec la hauteur de ligne, ça suffit. Ensuite, on va avoir friend connections. Ça, je pense qu'il n'y a rien à préciser. C'est du 14 en régular et en classique. Peut-être mettre une marge en bas pour descendre ce lien, mais pour l'instant, on ne va rien faire. On passe ensuite au friend add, du coup. Hop, directement. Friend-, j'écris ça n'importe comment. Friend-add. Donc là, on aura une taille de police qui sera plus petite, de 12, et une couleur noire. Donc font size
12 et une couleur noire. On aura cette petite icône, donc on va l'exporter. Je vais exporter au format SVG et je l'ai appelé UserAdd. Donc ici, je vais mettre un pseudo-élément, encore une fois, donc friendAdd, before, et je rajoute le contenu, ça sera du contenu vide, il sera en display inline block. Alors, on peut se dire, là, ça fait quand même plusieurs fois que tu te répètes, ce que tu pourrais faire, c'est utiliser une classe icône générique. Comme ça, tu l'appliquerais sur tous les éléments qui auront une icône. Pour l'instant, je vais faire comme ça parce que j'aime bien le fait de ne pas mettre des classes, trop de classes au niveau de l'HTML. Mais ça peut être un argument qui est totalement recevable. C'est-à-dire que là, vous dites, ah ben c'est quelque chose qui a une icône, donc vous mettriez une classe icône ou as icône, peu importe. Et comme ça, vous regrouperiez tout ce qui est display inline block, tout ce qui est background position et tout. Mais voilà, moi pour l'instant, je préfère rester comme ça. Donc on avait dit que ça allait avoir une largeur de 17 pixels, on va mettre 18 pixels, et une hauteur de 12 pixels. Hop, ou 13 plutôt. Donc là le problème hein, c'est que normalement le designer doit s'arranger pour que ça ait des valeurs rondes, mais vu que c'est moi qui ai designé le truc, j'ai mal fait les choses. Donc le background ça sera en center, center. Il aura une largeur de 18 pixels et une hauteur de 13 pixels. Il sera en no repeat. Et l'URL à utiliser, c'est le useradd.svg. Ensuite, on va mettre un vertical align middle et on jouera un petit peu sur une marge négative ou une transformation s'il y a besoin de le centrer convenablement. Donc je reviens sur ma page et on a quelque chose qui est plutôt correct, si ce n'est que je ne veux pas de text decoration. Et vu que je vois que c'est quand même quelque chose global, hein, à aucun moment on a de text decoration, je vais plutôt le changer directement au niveau de mes liens. Je vais préciser qu'on aura un texte decoration à none. Je vais maintenant chercher dans ma page où est-ce que j'ai mis des text decoration à none pour pouvoir les retirer vu qu'ils ne servent à rien. Donc ça ne sert plus à rien. Voilà, et on nettoie un petit peu l'HTML. Il ne sert plus à rien aussi. Et il ne sert plus à rien. En revanche, faites attention. Il y a des endroits où ça peut être pertinent d'avoir des liens. Par exemple, dans la partie card body, on s'imagine ici, ça, on l'entoure d'un lien. Le problème avec notre super idée d'enlever les text decoration et d'enlever tout, c'est que qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucun moyen de savoir qu'on peut cliquer sur ce petit truc-là. D'ailleurs, il est où? Non, c'est dans la partie aside. Vous voyez, le about, là, il est cliquable, mais l'utilisateur, il ne le devinera jamais. Donc ça veut dire, faites attention. S'il y a des endroits où vous savez que vous allez avoir des liens qui vont être dans le contenu et que vous voulez styliser, pensez à les mettre mieux en avant. Donc dans mon cas, je me dis que dans les card body, je vais avoir des liens. Donc hop, ici. Donc ces liens-là, il faut que je les mette mieux en avant. Je vais m'inspirer de la seule couleur bleue que j'ai de la maquette, c'est cette couleur-là. Donc vous pouvez sortir une pipette en faisant I, vous passez sur votre élément, vous cliquez et ça vous copie normalement la couleur. Mais là, je crois qu'il ne le fait pas, donc vous récupérez juste les valeurs. C'est 3, 4, AAFF. 3, 4, AAFF. Et on va préciser qu'il a une couleur de 3, 4, AAFF. Voilà, et peut-être un text decoration à underline. L'avantage de ce système-là, c'est que maintenant, lorsque l'utilisateur voit ce truc-là, il voit que c'est un lien. Ou vous pouvez mettre simplement un text decoration à underline, ça peut suffire. Et peut-être mettre mieux en avant avec une couleur plus foncée. Là, à vous de voir, mais pensez à mettre mieux en avant les liens au niveau de vos contenus, parce que sinon, les gens ne verront pas forcément qu'il y a un lien. Donc je reviens à mon cas ici. Donc là, ça me paraît plutôt correct. Juste peut-être, sur mon before, je vais mettre un margin right de 5 pixels pour pouvoir espacer légèrement mon icône par rapport à mon texte. Le friend name, je vais peut-être le mettre un peu plus en avant. Donc on avait dit que c'était 15 pixels. Et il y a une petite chose qui me gêne, c'est que le ajouter un ami devrait être un petit peu plus en bas. Alors, on a plusieurs solutions encore une fois. On peut utiliser une margin top. Donc ici, mettre une marge en haut de 20 pixels. Et après, affiner pour tomber sur la bonne valeur. Et pour que ça soit pris en compte, il faut mettre un display block. Donc ça sera beaucoup trop gros à 20 pixels. Et après, vous prenez l'élément. Donc c'est cet élément-là. Hop. Et vous essayez d'affiner jusqu'à trouver une bonne valeur. Hop. Alors, c'est pas la font size que je veux changer, mais c'est le margin top.
Donc ça, c'est une première solution. Une autre, c'est de se baser sur les display flex. Donc on va dire que sur le friend body, donc c'était... est-ce que j'avais... Non, je n'avais pas créé de style pour ça. Ok, bizarre. Donc on va faire un friend-body. Je vais mettre un display flex. Par défaut, ça va faire un alignement bizarre. Vous dites où est-ce qu'il veut en venir. Mais vous mettez ensuite un flex direction en colonne. Ça veut dire que les éléments vont se mettre les uns sous les autres. Ensuite, au niveau de votre friend add, vous mettez un margin top en automatique. Et ça va avoir pour effet de faire exactement la même chose que ce qu'on avait fait tout à l'heure. Quand j'avais mis un margin left automatique, il avait deviné que pour bien placer les éléments dans le flexbox, il faut que je mette l'élément à droite. Mais si vous imaginez les choses dans l'autre sens, ben là on va avoir un élément qui va avoir une hauteur automatique et il va avoir ce dernier élément qui va avoir une marge en haut automatique. Du coup, le seul moyen pour que ça fonctionne, c'est de placer l'élément tout en bas. Et on obtient un résultat du coup qui est plutôt sympa. L'avantage, c'est que ça peut varier. C'est-à-dire que si jamais ici, je n'ai pas ce friend connection, si je supprime cet élément-là, quoi qu'il arrive, on aura toujours cet élément en bas. Donc c'est plus pratique et plus adaptable que si on mettait une valeur en pixels, qui du coup serait bloquante suivant les situations. Juste peut-être une dernière petite chose, c'est cette petite icône, je vais changer et mettre une petite transformation parce qu'elle ne m'a pas l'air correctement placée. On va mettre moins 2 pixels. Non, là dans ce cas-là, elle est trop haute, moins 1 pixel. Ah, c'est toujours le problème du vertical à ligne. Suivant les polices, ça donne pas forcément un résultat particulièrement convenable. Parce qu'en fait, la hauteur de ligne, juste pour vous expliquer la raison, la hauteur de ligne, elle prend en compte en fait le J. Donc vous, quand vous imaginez une icône qui est correctement alignée, on imagine l'icône correctement alignée par rapport au milieu de ces lettres-là, pas forcément au milieu de la hauteur de ligne. Voilà pourquoi on est toujours obligé de faire des petits ajustements, parce que visuellement, c'est un petit peu perturbant. Mais là, ben, on a fini pour cette partie AMI, et ce que l'on peut faire, ben, c'est répéter un petit peu notre petit bloc pour donner une sensation de contenu. Donc là, hop, on prend ça, et on duplique, pop, 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 pop. Et comme ça, on aura plein de nouveaux amis. Les 15 amis mutuels, je me dis aussi, ça pourrait être intéressant de rendre ça un petit peu plus opaque, de m'inspirer un peu de ce que j'avais fait pour ces dates-là. Donc ici, on reprendra cette couleur de police, et on mettra, c'était pour le friend-connections. On change la couleur, et on mettra ce RGBA. Et on mettra un font size de 12 pixels. Parce que tout ce qui est en emphase, en fait, tout ce qui est en information, c'est plus petit. Donc c'est plus logique de le faire comme ça. Et après, il faudra peut-être mettre un petit peu de marge en bas sur le friend name pour créer un peu d'espacement et libérer de la place. Voilà, et donner un peu plus de... faire respirer un petit peu plus les choses. Et on peut mettre aussi peut-être une petite marge en bas. Alors là, à tester, hein, je ne sais pas ce que ça peut donner. Sur le ajouter un ami qui est trop en bas. Bon, voilà. Bon, après, vous adaptez, hein, c'est quand même votre maquette, vous en faites un peu ce que vous voulez. Mais là, on a quelque chose de correct. Et maintenant, si je sors mon inspecteur, je sors ma version mobile, je vois que j'ai bien ça. Donc là, c'est correct, c'est correct. Et cette partie-là pose problème. Donc ça veut dire que en bas de notre partie main, comme on l'a fait pour notre partie sidebar, on va vouloir avoir un petit espace. Donc c'était notre partie sidebar, on avait mis un margin bottom à 20 et je vais faire la même chose pour le main. Main, on va mettre margin bottom de 20 pixels. Voilà, comme ça, ça créera un espacement. Ce petit bloc, mon pseudo qui affiche mes informations, s'il n'est pas utile, je me dis sur c'est pas un bloc super important, on peut se dire sur mobile, on va l'enlever. Donc dans ce cas-là, cet élément-là, c'était l'élément. Donc c'était l'élément qui avait la classe card. Il n'a pas forcément de classe qui permet de l'identifier. On va lui donner la classe profil. Voilà, comme ça, on pourra vraiment cibler que cette carte en particulier. Ben, je peux me dire, la partie profil, elle n'a pas de sens pour mobile. Donc je la mets en display none. Et dans ce cas-là, pouf, elle va disparaître. Mais par contre, je me dis, c'est intéressant de la voir sur des écrans de plus grande taille. Donc lorsqu'on est sur ces écrans-là, je vais lui préciser que l'élément profil va être en display block, ce qui lui permettra de réapparaître. Et vous pouvez comme ça masquer et afficher des éléments suivant les résolutions. Donc là, ça fonctionne convenablement.
Donc dans le cas d'appareils un petit peu plus grands, si on prend le cas d'un iPad par exemple, on va prendre l'iPad Air, peu importe, on voit que dans le cas du mode paysage, ben, ça rentre convenablement. Hop, c'est impeccable. Et si je tourne le périphérique, ben là on est plus sur une disposition mobile. Après, vous pouvez adapter, vous pouvez vous dire, ben, sur cette résolution, ce qu'on pourrait avoir, c'est, bon, c'est particulier, je ne vais pas le faire, mais c'est au niveau du main, avoir plutôt ici un display flex et avoir un flex wrap à wrap. Ça ne change absolument rien, on est d'accord. Mais après, vous pouvez vous dire, pour les cards, je veux qu'elles prennent une largeur de 50%. Et comme ça, dans le cas d'un iPad, ben, on aurait un petit peu plus de place. Bon, ça ne donnerait pas un résultat tip-top, mais ça peut être des pistes. Vous pouvez après améliorer les choses et faire des évolutions à cette application-là. Le problème des Flexbox, c'est qu'elle part du principe que tous les éléments ont la même hauteur. Donc ça donnerait une disposition un petit peu bizarre avec beaucoup d'espace blanc sur les côtés. Dernière petite chose qu'il nous faut faire, c'est vérifier que ça fonctionne sur tous les navigateurs. Mais on n'a rien fait de particulier, c'est-à-dire qu'ici on n'a pas forcément de style spécifique, donc on n'a pas utilisé de super règles très récentes. Donc on voit dans le cas de Edge, qui est le navigateur actuel, moderne de Windows, ça fonctionne convenablement. Dans le cas de Internet Explorer 11, c'est celui-là en général qui va vous poser des problèmes, tout fonctionne convenablement, impeccable. Et dans le cas de Google Chrome, hop, on n'a pas de problème non plus. Tout fonctionne super bien. Donc là, on a fini avec cette petite maquette. Peut-être une dernière petite chose, j'ai l'impression que cette partie-là n'est pas vraiment centrée. Alors je vais fermer tous les navigateurs, vu qu'on sait que maintenant ça marche chez tout le monde correctement. Dans le cas de Firefox, hop, je vais enlever cette partie périphérique. En fait, je pense qu'on a un petit problème d'alignement parce qu'on a mis sur le card title une marge en haut. Si on ne met qu'une marge en bas, donc c'est 0 à droite, en haut, 0 en bas, 5 pixels et 0, ça donnerait quelque chose qui est un petit peu mieux espacé. Donc là, il faudrait peut-être changer ça. Donc on va chercher le card-title et on va enlever toutes les marges qu'on avait mis et on va mettre un marge bottom à 5 pixels. Autre petit détail, si jamais vous comptez utiliser des éléments HTML importants pour les titres. On peut se dire que pour les différents titres d'articles, ici, donc on aurait peut-être le nom de l'article qui a été publié plutôt que simplement mon pseudo, on veut utiliser des H2 à la place. Donc je vais faire une recherche et remplacer tous ces card title. Donc je fais un CTRL H et je vais remplacer toutes ces divs qui ont la classe card title par des H2. Je fais un remplacer tout et je vais remplacer ensuite tous les éléments qui ressemblent à ça pour les remplacer par une fermeture de H2 à la fin. Voilà, sinon on va avoir notre HTML qui va faire n'importe quoi. Donc je sauvegarde et tout de suite ça va nous casser complètement les choses. Pourquoi? Parce que les H2 ont par défaut des marges et du coup ça crée ces espacements un petit peu bizarres. Donc ça peut être intéressant vraiment quand vous faites votre CSS, dans le cas d'endroits où vous savez que vous allez avoir des titres, de tout redéfinir. Donc là vous mettez un padding à 0 et ensuite vous mettez un margin en précisant la marge en haut, à droite, en bas et à gauche. Comme ça, même si c'est un H2 ou quoi que ce soit, vous n'avez pas de problème. Une autre solution, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un reset CSS. Donc basiquement, c'est une feuille de style qui va supprimer en fait toutes les règles. Donc vous le voyez, il liste tous les éléments HTML basiquement et il leur met un margin à 0, un padding à 0, il remet de la taille de la police de base et ça permet de nettoyer en fait tous les styles que l'on pourrait avoir par défaut. Donc ça peut être intéressant de mettre ça en général avant votre CSS. Donc je vais défaire ce que j'ai fait. Donc tout en haut, tout en haut, tout en haut. Hop. Juste après ou juste avant notre système, vous mettez toutes ces règles-là. Et comme ça, vous n'allez plus avoir de problème. Si je réactualise, mon style est correct. Le problème, c'est qu'attention, si après derrière, vous permettez à l'utilisateur d'éditer le contenu et qu'un jour vous avez un H3 là, le H3 aura une apparence de base, ce qui n'est pas forcément tip-top. Donc ça peut être aussi un truc à double tranchant. Donc suivant les situations, ça peut être intéressant ou non. Enfin, dernière petite chose que l'on va vérifier, c'est est-ce qu'on n'a pas fait d'erreur au niveau de notre HTML. Donc on va chercher dans le W3C le validateur. Je vais aller ici et je vais copier directement mon code HTML. Je clique sur Check et on me dit qu'au niveau des balises IMG, j'ai oublié de mettre un attribut alt pour indiquer de quoi il en retourne.
Mis à part ça, je n'ai pas fait d'erreur au niveau de la structure HTML, donc c'est bon. La seule chose qu'il faudra que je pense à faire, c'est mettre un attribut alt sur les avatars pour que les liseuses puissent lire en fait ce que représentent les images. Mais là, on a fini avec cette petite vidéo. Donc j'espère que ça vous aura permis de comprendre un petit peu mieux comment on peut utiliser le responsive, comment on peut aussi utiliser le principe des flexbox. Donc là, on a fait une structure qui est plutôt correcte et que ça vous aura avancé. Peut-être juste une chose, sur le container, vous pouvez aussi l'utiliser dans d'autres éléments. Si jamais vous vous dites le menu, je trouve ça bizarre qu'il ne soit pas inclus dans le centre, comme un peu le reste. Vu que vous avez créé une classe générique, rien ne vous empêche ici, dans votre top bar, de mettre ici un container. Et dans ce cas-là, hop, si vous faites ça, vous allez bien avoir votre contenu qui va être centré. Par contre, il faudra faire attention parce que la top bar, pour qu'elle fonctionne, on avait mis un display flex sur la partie top bar. Attention, maintenant, vu qu'il y a le container, il faudra le gérer non plus au niveau de la top bar, mais au niveau du container. Donc ici, il faudra prendre tout ça, hop, et le mettre pour le container qui se situe dans la top bar. Voilà, ce qui permettra d'avoir le même résultat qu'au préalable. Il faudra faire quelques petits ajustements, notamment la hauteur ici. Et le padding, en fait, basiquement, vous pouvez tout transférer sur le container et vous allez obtenir le même résultat qu'avant. Sauf que cette fois-ci, vous allez avoir le contenu qui va être centré grâce au système de container. Voilà, moi je préfère quand même avoir un truc sur toute la largeur, je trouve ça plus naturel. Mais c'était pour vous montrer cette situation et ce cas-là. Et au niveau de mon HTML, je vais retirer ce petit truc de container. D'ailleurs, autre petit détail, ici ça fait un peu n'importe quoi parce qu'à cause de mon reset, il reset aussi les marges sur les paragraphes. Donc faites attention, ça peut aussi, comme je vous l'ai dit, avoir vraiment des effets néfastes. Donc moi les paragraphes, juste après, hop, je vais leur donner, alors c'était ça en limite on peut le supprimer vu qu'on le redéfinit juste après. Les UL et les LI, je veux quand même leur laisser un style de base, ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Les blocs quotes et tout aussi, et les tables, le border spacing et le border collapse, ça peut être intéressant. Mais par contre, je veux préciser que les paragraphes, ils aient une marge en haut et en bas de 1 REM, une fois la taille de la police, ou même 1 EM. Voilà, comme ça, voilà, je défais un petit peu cette erreur-là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair et je vous donne rendez-vous donc dans le prochain chapitre où on va faire un vrai cas concret et on va intégrer une maquette en essayant d'être pixel perfect, c'est-à-dire d'être au plus proche de la maquette. Ici on a fait beaucoup d'approximations, mais ça vous permettra de voir comment on intègre une maquette plus à un niveau professionnel. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous donne rendez-vous du coup dans ces prochaines vidéos. Ciao!